Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Introduction. La règle silencieuse. Il y a une règle silencieuse que peu acceptent, une règle que personne ne t'enseigne à l'école. Une règle que l'inconfort quotidien te force à découvrir par toi-même. Souvent trop tard. Cette règle est simple, elle est implacable, et elle s'applique à chaque domaine de ta vie, sans exception. Tout ce que tu évites aujourd'hui prend du pouvoir sur toi demain. Tu évites une conversation difficile. Tu évites une décision importante. Tu évites une responsabilité que tu connais. Tu évites une discipline que tu sais nécessaire. Tu évites un regard honnête sur toi-même. Et pendant que tu évites, pendant que tu repoussais, pendant que tu détournes les yeux, la pression grandit, silencieusement, inexorablement, sans que tu l'entendes venir. L'évitement est l'un des mécanismes les plus naturels de l'être humain. Il est câblé dans notre neurologie. Notre cerveau est programmé pour chercher le confort et fuir l'inconfort. C'est un mécanisme de survie archaïque qui nous a permis de traverser des millénaires d'adversité. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme se retourne contre nous, parce qu'il nous pousse à fuir non pas les dangers réels, mais les conforts inconfortables, les conversations difficiles mais nécessaires, les décisions lourdes mais inévitables, les disciplines exigeantes mais transformatrices. Et dans cette fuite, nous perdons quelque chose d'essentiel, notre pouvoir, notre liberté, notre maîtrise de notre propre vie. Aujourd'hui, nous allons aller au fond de l'évitement, comprendre ses mécanismes, comprendre son coût réel, et surtout, construire quelque chose de plus solide à sa place. Parce que ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Mais ce que tu affrontes aujourd'hui deviendra ta force de demain. Installe-toi. Ce que tu vas entendre peut changer profondément ta relation à l'inconfort, à la peur et à ta propre capacité d'agir. Chapitre 1. Le mécanisme de l'évitement. Pour comprendre l'évitement, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne dans le cerveau et pourquoi il est si puissant, si tentant, si difficile à résister. Le cerveau humain a deux modes principaux de fonctionnement quand il fait face à quelque chose d'inconfortable. Et le mode approche et le mode évitement. Le mode approche dit « Je vais vers ce qui est difficile parce que je comprends que c'est nécessaire ». Le mode évitement dit « Je m'éloigne de ce qui est difficile parce que c'est douloureux maintenant ». Et le mode évitement gagne presque toujours à court terme, parce qu'il offre un soulagement immédiat, réel, mesurable. Quand tu repousses une décision difficile, tu ressens un allègement instantané. La tension baisse, l'anxiété recule. Tu peux respirer à nouveau. Cette récompense immédiate est neurochimique. Ton cerveau libère de la dopamine quand la menace perçue s'éloigne. Et il mémorise cette association. Évitement égale soulagement. Approche égale inconfort. Et la prochaine fois, il choisira encore plus facilement l'évitement. Et c'est ainsi que le comportement d'évitement se renforce progressivement, jusqu'à devenir un réflexe. Un réflexe si automatique que tu ne le vois plus. Tu ne réalises même plus que tu évites. Tu as juste des raisons, des justifications, des reports, des « je verrai ça plus tard », des « ce n'est pas le bon moment », des « il y a des choses plus urgentes à régler d'abord ». Et pendant ce temps, ce que tu évites grossit dans l'ombre. Il accumule du poids, de la complexité, de la charge émotionnelle. Et quand il resurgit, et il ressurgit toujours, il est 2 fois plus lourd qu'avant. Chapitre 2. L'illusion du soulagement. L'évitement t'offre une illusion. L'illusion du soulagement. À court terme, et repousser une conversation difficile semble une bonne idée. La tension disparaît. Le stress baisse. Tu te sens mieux. Et ton cerveau en tire une conclusion simple. Éviter était la bonne décision. Mais cette conclusion est fausse, fondamentalement fausse.
Parce que ce que l'évitement fait réellement, ce n'est pas supprimer le problème. C'est le déplacer, c'est le nourrir, c'est lui donner du temps pour croître. Imagine une petite fuite d'eau dans une canalisation. Si tu l'ignores, elle ne disparaît pas. Elle creuse, elle s'élargit, elle affaiblit les structures autour d'elle, jusqu'au jour où la canalisation cède complètement. Et ce qui aurait été une réparation simple de 20 minutes devient une rénovation majeure de plusieurs jours. Ce qui aurait coûté quelques euros coûte maintenant des milliers. Ce qui aurait causé un léger inconfort cause maintenant une crise. L'évitement fonctionne exactement comme cette fuite ignorée. Il te donne l'illusion que le problème n'est pas là. Mais il est là. Il grandit, dans l'ombre, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes relations, dans tes finances, dans ta santé, dans chaque domaine où tu choisis de ne pas regarder en face. Et plus tu ignores, plus le coût augmente, plus tu repousses, plus la facture s'alourdit. L'évitement ne supprime pas le problème. Il le facture avec intérêt. Chapitre 3. La dette invisible. Il y a une forme de dette que peu de gens reconnaissent. Non pas une dette financière, non pas une dette sociale, mais une dette invisible, une dette d'évitement. Oui, chaque chose que tu repousses sans l'affronter s'accumule, mentalement, émotionnellement, stratégiquement. Cette dette a plusieurs dimensions. Première dimension, la dette mentale. Chaque tâche non accomplie, chaque décision non prise, chaque conversation repoussée continue d'occuper de l'espace dans ton cerveau. Les psychologues appellent ça les boucles ouvertes. Le cerveau n'aime pas les choses inachevées. Il y revient. Encore et encore. Il y consacre des ressources de traitement. Il génère de l'anxiété de fond. Ce bruit mental constant te coûte de l'énergie, de la concentration, de la clarté. Et plus tu accumules de boucles ouvertes, plus ton esprit est chargé. Plus tu es incapable de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Plus tu fonctionnes en dessous de tes capacités réelles. Aux deuxième dimension, la dette émotionnelle. Chaque évitement laisse une trace émotionnelle, une légère honte, un doute sur toi-même, une question intérieure. Suis-je capable? Suis-je assez courageux? Suis-je l'homme que je prétends être? Ces questions s'accumulent. Elles forment une image de soi progressivement diminuée. Et cette image diminuée influence tes futures décisions. Elle te rend encore plus susceptible d'éviter. Parce que tu as de moins en moins confiance en ta capacité à affronter. C'est un cercle vicieux. Troisième dimension, la dette stratégique. Chaque décision que tu repousses est une décision que les circonstances prendront à ta place. Chaque problème que tu n'affrontes pas maintenant grossit et devient plus difficile à résoudre plus tard. Et chaque opportunité que tu laisses passer par peur de l'inconfort ne revient pas nécessairement. Tu perds l'initiative, tu perds le timing, tu perds le contrôle de ta propre trajectoire. La dette invisible se paie toujours. Pas nécessairement en une seule fois, souvent par petites tranches douloureuses, mais elle se paie, inévitablement. Chapitre 4. Ce que le stoïcisme enseigne sur l'évitement. Les philosophes stoïciens avaient une compréhension profonde de l'évitement et de ses conséquences. Épictète, né esclave, qui a connu l'adversité dans sa forme la plus crue, enseignait quelque chose d'essentiel. La souffrance ne vient pas des événements. Elle vient de notre résistance aux événements, et l'évitement est la forme la plus courante de cette résistance. Quand tu évites quelque chose de difficile, tu ne supprimes pas la difficulté. Tu y ajoutes le poids de ta résistance. Tu y ajoutes l'anxiété de l'attente. Tu y ajoutes la culpabilité de l'inaction. Et souvent, ce poids ajouté est bien plus lourd que la difficulté originelle. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait dans ses journaux intimes une vérité qu'il se répétait constamment. N'attends pas que les conditions soient parfaites pour agir. Elles ne le seront jamais. Agis avec ce que tu as, là où tu es, maintenant.
La philosophie stoïcienne introduit aussi le concept de premeditatio malorum, la préméditation des maux. L'exercice consiste à contempler délibérément ce qui pourrait aller mal. Et non pas pour se morfondre dans la peur, mais pour enlever à la peur son pouvoir de paralysie. Quand tu regardes en face ce que tu crains, tu réalises souvent que le pire cas n'est pas aussi catastrophique que ton imagination te le faisait croire, et que ta capacité à y faire face est bien plus grande que tu ne l'avais estimé. Le stoïcisme te pousse vers quelque chose de fondamental, l'inconfort volontaire. Choisir délibérément de s'exposer à l'inconfort avant que l'inconfort s'impose. Parce que l'inconfort volontaire est un entraînement. Et un entraînement régulier crée de la robustesse. Une robustesse face à tout ce que la vie peut envoyer. L'inconfort choisi te prépare. L'inconfort subi te brise. Go, chapitre 5. Les 7 formes d'évitement. L'évitement ne ressemble pas toujours à ce que l'on croit. Il ne se présente pas toujours comme une procrastination évidente. Il se déguise, il se rationalise, il se cache dans des comportements qui semblent raisonnables, voire vertueux. Voici les 7 formes principales d'évitement. Première forme, le report explicite. C'est la forme la plus évidente. Je ferai ça demain. Je m'en occuperai la semaine prochaine. Ce n'est pas le bon moment. Le report explicite est facilement reconnaissable, mais rarement traité directement parce qu'il offre toujours une justification plausible. Deuxième forme, la surpréparation. Et cette forme est particulièrement insidieuse parce qu'elle ressemble à de la responsabilité. Tu te prépares, tu recherches, tu planifies, tu études, mais tu ne passes jamais à l'action. Parce que la préparation devient une façon d'éviter le moment redouté où tu devras vraiment faire face. Je ne suis pas encore prêt est souvent une façon de ne jamais avoir à se tester. Troisième forme, la fausse urgence. Tu t'occupes de 1000 autres choses pour éviter la chose importante. Tu es occupé, très occupé, mais pas sur ce qui compte vraiment. La fausse urgence crée l'illusion de l'action, mais c'est de l'activité sans progrès sur ce qui compte. Quatrième forme, la rationalisation intellectuelle. Tu développes des arguments convaincants pour justifier ton évitement. Ou ce n'est pas le bon timing. Il faut que les conditions s'améliorent. Je dois d'abord régler X et Y avant d'aborder Z. Ces rationalisations sont souvent sophistiquées. Elles peuvent même convaincre les autres. Mais quelque part en toi, tu sais que c'est de l'évitement habillé en raison. Cinquième forme, la délégation inappropriée. Tu délègues non pas parce que c'est stratégiquement intelligent, mais parce que tu ne veux pas avoir à faire face à quelque chose toi-même. Tu laisses les autres gérer ce que tu devrais gérer, et tu perds du pouvoir dans ce domaine. Sixième forme, la distraction constante. Tu remplis chaque moment de silence et de vide avec du bruit, les réseaux sociaux, la télévision, les conversations superficielles. Parce que le silence force la confrontation. Il te ramène à toi-même. Ou à ce que tu sais, que tu évites. Et tu ne veux pas faire face à ça. Septième forme, l'évitement émotionnel. Cette forme est peut-être la plus profonde et la plus coûteuse. Tu évites de ressentir. Tu évites la tristesse. Tu évites la colère. Tu évites la peur. Tu évites la vulnérabilité. Et dans cet évitement émotionnel, tu perds accès à des parties essentielles de toi-même. Des parties qui contiennent de l'information, de l'énergie, de la vitalité. Reconnaître la forme d'évitement que tu pratiques est la première étape pour la dépasser. Chapitre 6. Le code des conversations, éviter. Il y a une forme d'évitement particulièrement coûteuse dans les relations. Les conversations évitées. Combien de relations s'abîment lentement, et non pas à cause d'une grande crise, mais à cause d'une accumulation de petites vérités non dites? Combien de malentendus durent des mois, des années, alors qu'une conversation de 20 minutes aurait pu tout résoudre? Combien d'équipes dysfonctionnent parce que personne n'ose nommer ce qui ne va pas?
Les conversations évitées ont un coût immense. Et ce coût grandit avec le temps. Ce qui est facile à dire au début devient difficile à dire après quelques semaines. Et difficile à dire après quelques semaines devient presque impossible à dire après quelques mois. Parce que la tension accumulée, la rancœur non exprimée, les suppositions non vérifiées transforment une conversation simple en une confrontation explosive. Les conversations difficiles évitées ne disparaissent pas. Elles fermentent. Et quand elles finissent par sortir, et ce n'est plus une conversation, c'est une explosion, ou une rupture silencieuse, une distance qui s'installe, une relation qui se calcifie dans ses non-dits. Il y a une règle simple dans la gestion des relations. Plus tôt tu dis la vérité difficile, moins elle coûte. Dis-la après 3 jours plutôt qu'après 3 mois. Dis-la maintenant plutôt qu'attendre que la pression soit insupportable. Dis-la avec maladresse plutôt que de ne jamais la dire. Parce qu'une vérité imparfaitement exprimée maintenant vaut toujours mieux qu'une vérité parfaitement formée, mais jamais dite. Chapitre 7. Le corps qui paie l'addition. L'évitement n'affecte pas seulement l'esprit. Il affecte le corps, profondément, physiologiquement. Ou quand tu évites quelque chose qui génère de l'anxiété, tu maintiens ton système nerveux dans un état d'alerte chronique. Ton corps reste en mode combat ou fuite prolongé. Pas à cause d'une menace réelle, mais à cause d'une menace perçue. D'une situation non résolue qui continue d'occuper ton cerveau. Et ce maintien prolongé du système nerveux en état d'alerte a des conséquences mesurables. Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Le système immunitaire s'affaiblit. Le sommeil se dégrade. La digestion se perturbe. La clarté mentale diminue. L'énergie générale baisse. Tu te sens fatigué, sans raison apparente. Épuisé malgré le repos. Et souvent, tu n'établis pas la connexion entre cet épuisement et les choses que tu n'as pas affrontées. Tu ne réalises pas que le poids invisible de tes évitements se manifeste dans ton corps, dans ta posture, dans ta tension musculaire, dans tes maux de tête, dans ce serrement de poitrine qui arrive sans prévenir. Le corps garde le score. Il se souvient de ce que l'esprit refuse de regarder, et il le manifeste d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. La seule façon de vraiment soulager le corps, c'est de soulager l'esprit. Et la seule façon de soulager l'esprit, c'est de faire face à ce que l'on évite. Chapitre 8. La spirale descendante de l'évitement. L'évitement crée une spirale, et cette spirale est presque toujours descendante. Voici comment elle fonctionne. Tu évites quelque chose. Ah, tu te sens soulagé à court terme. Mais quelque part, tu sais que tu as évité. Cette connaissance génère une légère diminution de ton estime de toi. Un doute sur ta propre capacité. Ce doute rend la prochaine chose difficile, encore plus difficile à affronter. Parce que tu as moins confiance en toi. Alors tu évites à nouveau, et l'estime de toi diminue un peu plus. Et la peur de la prochaine confrontation augmente encore, et tu évites encore, et la spirale continue, de plus en plus bas, de plus en plus restrictive, jusqu'à ce que ta vie se rétrécisse autour des choses que tu es prêt à faire, jusqu'à ce que ton monde soit délimité par tes peurs non affrontées, jusqu'à ce que tu vives à l'intérieur d'une cage que tu as construite toi-même, pierre à pierre, évitement par évitement, où cette spirale peut prendre des années à se former. Elle est rarement visible de l'intérieur, parce que chaque évitement individuel semble raisonnable. Mais l'accumulation crée quelque chose d'oppressant, un sentiment que la vie est trop difficile, que les défis sont trop grands, que tu n'es pas à la hauteur, que les autres sont plus courageux, plus capables, plus équipés. Ces sentiments sont des mensonges construits par des années d'évitement, et ils peuvent être défiés, pas en une grande confrontation héroïque, mais en renversant la spirale, un petit affrontement à la fois.
Chapitre 9. La spirale ascendante de l'affrontement. Si l'évitement crée une spirale descendante, l'affrontement crée une spirale ascendante. Et cette spirale fonctionne avec la même logique, mais dans la direction opposée. Tu affrontes quelque chose de difficile, même maladroitement, même imparfaitement. Tu passes à travers l'inconfort. Et de l'autre côté, tu découvres quelque chose. Tu découvres que tu peux, que tu es plus capable que tu ne le pensais, que l'inconfort était gérable, que la peur était plus grande que la réalité. Et cette découverte génère quelque chose de précieux, de la confiance. Pas une confiance théorique, pas une confiance basée sur des affirmations, mais une confiance basée sur une expérience réelle. Tu l'as fait, tu l'as traversé, tu as survécu, et tu es plus fort. Cette confiance rend le prochain défi légèrement plus accessible, légèrement moins intimidant. Et quand tu l'affrontes, tu gagnes encore plus de confiance. Et la spirale monte, de plus en plus haut, de plus en plus large. Ta vie s'élargit autour des choses que tu es maintenant capable d'affronter. Ton monde s'étend au-delà de tes anciennes peurs. Et tu réalises que la plupart des limites que tu t'imposais n'étaient pas des limites réelles. C'étaient des limites construites par l'évitement. Des murs faits de peurs non testées. Et quand tu les testes, ils s'effondrent, parce qu'ils étaient des illusions. Chapitre 10. Le courage n'est pas ce que tu crois. Il y a un malentendu fondamental sur le courage. Un malentendu qui empêche beaucoup de gens de l'exercer, parce qu'ils attendent quelque chose qui n'arrive jamais. Le malentendu est celui-ci. Le courage, c'est l'absence de peur. C'est faux, mais profondément faux. Le courage, c'est l'action malgré la peur. C'est se sentir terrifié et avancer quand même. C'est avoir envie de reculer et choisir de continuer. C'est le cœur qui bat fort et les jambes qui bougent malgré tout. Les personnes que tu admires pour leur courage ne sont pas des personnes sans peur. Ce sont des personnes qui ont appris à ne pas laisser la peur décider à leur place. Et cette compétence, cette capacité à agir malgré la peur, n'est pas innée. Elle se développe, elle se pratique, elle se renforce avec chaque utilisation. La première fois que tu as eu une conversation difficile, ton cœur battait fort. La 10e fois, ça battait un peu moins fort. La 100e fois, c'était presque naturel. Pas parce que les conversations difficiles étaient devenues faciles, mais parce que tu avais prouvé à ton système nerveux que tu pouvais les traverser, que l'inconfort était gérable, que tu survivais. Et chaque fois que tu choisis l'action malgré la peur, tu renforces ce message. Tu entraînes ton cerveau à faire confiance à ta capacité d'affrontement. Et progressivement, les choses qui semblaient impossibles deviennent accessibles. Chapitre 11. L'évitement dans les relations. L'évitement dans les relations est peut-être le plus destructeur de tous, parce que les relations sont le tissu de nos vies. Et quand on évite dans les relations, on évite une partie de la vie elle-même. Il y a plusieurs formes d'évitement relationnel. L'évitement de la vulnérabilité. Partager ce qu'on ressent vraiment. Que dire ce dont on a besoin, admettre qu'on souffre, tout cela demande une forme de courage que beaucoup refusent, parce que la vulnérabilité expose. Elle rend possible le rejet. Elle rend possible la déception. Et pour éviter cette douleur potentielle, on se protège derrière des murs. On reste en surface. On partage ce qui est sûr. Et on perd la profondeur. On perd la vraie connexion. On perd l'intimité que seule la vulnérabilité peut créer. L'évitement du conflit sain. Beaucoup confondent la paix et l'évitement du conflit. Ils pensent que ne jamais se disputer signifie que tout va bien. Mais le conflit sain, le désaccord exprimé avec respect, la vérité dite avec bienveillance, est essentiel à la santé d'une relation. Il permet d'ajuster, de recalibrer, de maintenir l'alignement. Quand on évite tout conflit, on accumule les non-dits, on accumule les ressentiments.
Et ce qui n'est jamais dit finit par peser plus lourd que ce qui aurait pu être dit. L'évitement des limites. Ne pas exprimer ses limites par peur du rejet ou du conflit. Accepter des comportements qui te blessent parce que tu ne veux pas créer de tension. Donner ce que tu n'as pas à donner parce que tu n'oses pas dire non. Tout cela crée une dynamique de dépendance malsaine. Et progressivement, tu perds ton respect de toi-même. Et souvent, l'autre perd aussi le respect pour toi. Les relations les plus solides ne sont pas celles qui évitent les moments difficiles. Ce sont celles qui les traversent ensemble. Chapitre 12. L'évitement financier. Il y a un domaine où l'évitement cause des dommages particulièrement concrets et mesurables. Les finances. Et l'évitement financier est extraordinairement commun. Combien de personnes évitent de regarder leur relevé bancaire, évitent de faire leur budget, évitent de penser à leur retraite, évitent d'ouvrir les lettres qui pourraient contenir des mauvaises nouvelles financières, évitent d'avoir les conversations difficiles sur l'argent avec leurs partenaires, évitent de négocier leur salaire, évitent de faire les investissements qu'ils savent nécessaires. Cet évitement financier a un coût direct. Chaque mois d'investissement évité est un mois de croissance manquée. Chaque dette ignorée est une dette qui grossit avec les intérêts. Chaque conversation salariale évitée est un manque à gagner accumulé sur des années. Chaque budget non fait est une perte de contrôle sur sa propre trajectoire financière. Et au bout de 10, 20, 30 ans, ces évitements additionnés représentent des sommes colossales. Des opportunités perdues irrémédiablement. L'évitement financier est aussi émotionnel. L'argent touche à des peurs profondes. La peur de la rareté, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Et tant que tu n'affrontes pas ces peurs, tu ne pourras pas construire une relation saine avec l'argent. L'argent suit l'énergie. Et l'énergie de l'évitement crée des patterns financiers qui se reproduisent. Chapitre 13. L'évitement et la santé. L'évitement dans le domaine de la santé est peut-être celui qui a les conséquences les plus durables. Et paradoxalement, c'est un domaine où l'évitement est particulièrement répandu. Combien de personnes reportent leurs examens médicaux, évitent certains symptômes par peur de ce qu'ils pourraient signifier, évitent de changer leurs habitudes alimentaires, évitent l'exercice physique régulier, évitent d'aller chercher de l'aide pour leur santé mentale? Le raisonnement inconscient de l'évitement de santé est souvent celui-ci. Si je ne vais pas vérifier, peut-être que ce n'est rien. Si je ne regarde pas, peut-être que ça disparaîtra tout seul. Si je ne change pas mes habitudes maintenant, peut-être que ce n'est pas encore vraiment nécessaire. Mais comme pour toutes les formes d'évitement, cette logique est inversée. Les problèmes de santé non détectés à un stade précoce deviennent des problèmes sévères à un stade tardif. Les mauvaises habitudes tolérées aujourd'hui deviennent des maladies chroniques demain. Le stress non géré d'aujourd'hui devient l'épuisement ou la maladie cardiovasculaire de demain. Et il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans l'évitement de santé. C'est souvent réversible si traité tôt, et souvent irréversible si traité trop tard. Le moment de prendre soin de sa santé, c'est avant d'en avoir besoin de façon urgente. Chapitre 14. L'inconfort volontaire comme pratique. Les traditions les plus anciennes de développement humain ont toutes compris quelque chose que la psychologie moderne confirme. S'exposer volontairement à l'inconfort est l'un des moyens les plus puissants de construire la robustesse mentale et émotionnelle. Le jeûne dans les traditions religieuses et spirituelles. Les rites de passage dans les cultures traditionnelles. Les bains froids dans les traditions nordiques. L'ascèse dans les traditions philosophiques. Ces pratiques avaient un objectif commun, entraîner l'humain à ne pas être gouverné
par sa recherche du confort, à développer la capacité de traverser l'inconfort sans en être écrasé. Et cette capacité, une fois développée, Way change fondamentalement la façon dont on navigue dans la vie. Parce que quelqu'un qui a appris à s'asseoir confortablement dans l'inconfort ne fuit pas les défis. Il les approche avec curiosité, avec équanimité, avec la certitude qu'il peut traverser. L'inconfort volontaire peut prendre des formes très concrètes dans la vie moderne. Les conversations difficiles que tu as, dès qu'elles se présentent, plutôt que de les repousser. L'entraînement physique régulier, même quand tu n'en as pas envie. Le travail important fait en premier le matin, avant les choses faciles et agréables. La décision difficile prise aujourd'hui, plutôt que repoussée à demain. La réponse honnête, donnée même quand la réponse facile serait plus confortable. Chacune de ces pratiques est un entraînement. Et un entraînement qui développe ton muscle de la confrontation. Et ce muscle, plus il est entraîné, plus il est fort. Plus tu es capable d'affronter. Plus tu es libre. Chapitre 15. Le principe du manger les grenouilles. Il y a une technique simple, presque trop simple, qui a des effets profonds sur la productivité et le bien-être mental. On l'appelle « manger la grenouille ». L'idée vient d'une citation attribuée à Mark Twain. « Si tu dois manger une grenouille, autant le faire le matin. Et si tu dois en manger 2, autant commencer par la plus grosse. » L'idée derrière cette technique est simple. Identifie la tâche que tu as le plus envie d'éviter, celle qui te pèse, celle à laquelle tu penses avec résistance, et fais-la en premier. Ou avant les emails, avant les réseaux sociaux, avant les choses agréables, avant les choses faciles, avant tout le reste. Cette pratique a plusieurs effets. Premièrement, elle élimine la charge mentale de la procrastination. Quand la grenouille est mangée, le reste de la journée est plus léger. Tu n'as plus ce poids au fond de la tête. Cette tâche qui attend. Cette chose que tu sais, que tu dois faire et que tu as reportée. Deuxièmement, elle génère une confiance de début de journée. Commencer par quelque chose de difficile et l'accomplir crée une énergie, un sentiment de compétence, une certitude que tu peux faire face. Et cette énergie-là se déverse dans tout le reste de la journée. Troisièmement, elle inverse le pattern d'évitement. Au lieu d'utiliser les choses faciles pour éviter les choses difficiles, tu inverses. Et tu utilises l'élan des choses difficiles pour rendre les choses faciles encore plus accessibles. Cette pratique semble simple. Elle est transformatrice. Chapitre 16. Pourquoi les hommes évitent plus que d'autres? Il y a une dimension genrée de l'évitement qui mérite d'être nommée. Non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Et pour sortir d'un pattern qui coûte très cher. Les hommes sont souvent socialisés avec certains messages sur l'expression émotionnelle. Les hommes ne pleurent pas. Un homme doit être fort. Tu gères ça tout seul. Ne montre pas que tu souffres. Ces messages, transmis dès l'enfance, créent une forme d'évitement émotionnel qui est culturellement encouragé. Et cet évitement émotionnel a un coût immense. Les hommes cherchent moins l'aide psychologique que les femmes. Ils parlent moins de leur souffrance intérieure. Ils évitent les conversations vulnérables. Ils gèrent la douleur par l'action ou par la suppression. Et cette suppression crée une pression qui s'accumule, qui s'exprime souvent de façon indirecte et destructive, par la colère, par l'addiction, par le retrait social, par des comportements à risque, par la maladie. Les statistiques sont claires. Les hommes meurent plus tôt. Ils se suicident plus souvent. Ils consultent moins. Ils parlent moins. Et cela est directement lié à cet évitement émotionnel appris. La vraie force n'est pas la suppression de ce que l'on ressent. La vraie force est la capacité à ressentir et à ne pas en être écrasé, à exprimer et à ne pas en avoir honte. À demander de l'aide quand c'est nécessaire et à ne pas le voir comme une faiblesse. Cette force-là demande du courage. Plus de courage que la suppression.
Chapitre 17. Comment créer une culture personnelle de l'affrontement? Pour inverser définitivement le pattern d'évitement, il ne suffit pas d'une décision ponctuelle. Il faut créer une culture personnelle de l'affrontement. Un environnement intérieur dans lequel l'affrontement est la norme, l'évitement est l'exception, et où chaque petite confrontation renforce l'identité de quelqu'un qui fait face. Comment créer cette culture? Première étape, identifier tes zones d'évitement actuelles. Fais l'inventaire honnête. Quelles sont les conversations que tu repousses? Et quelles décisions tu n'as pas encore prises? Quelles habitudes tu sais nécessaires, mais tu résistes encore? Quel domaine de ta vie tu évites de regarder en face? Cet inventaire n'est pas pour te juger. Il est pour voir clairement. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Deuxième étape, choisir une petite victoire chaque jour. Pas la plus grande confrontation, pas la décision la plus difficile, mais quelque chose. Un petit affrontement quotidien. Une conversation légèrement difficile. Une décision légèrement inconfortable. Une discipline légèrement exigeante. Le petit quotidien régulier est plus puissant que le grand geste héroïque occasionnel. Parce que c'est la régularité qui change les patterns, pas l'intensité. Troisième étape, célébrer les affrontements, pas seulement les résultats. Quand tu affrontes quelque chose de difficile, note-le, reconnais-le. Dites intérieurement, j'ai fait face. Pas, est-ce que ça a bien marché? Pas, est-ce que j'ai bien réussi? Mais, j'ai fait face. Parce que l'affrontement lui-même est la victoire, indépendamment du résultat. Quatrième étape, construire une identité d'affrontement. L'identité est puissante. Ce que tu crois être, tu le deviens. Si tu te vois comme quelqu'un qui évite, tu éviteras. Si tu te vois comme quelqu'un qui fait face, tu feras face. Commence à te définir comme quelqu'un qui affronte. Je suis quelqu'un qui dit les vérités difficiles avec bienveillance. Je suis quelqu'un qui prend les décisions difficiles quand elles sont nécessaires. Je suis quelqu'un qui ne laisse pas la peur décider à sa place. Ces affirmations d'identité, de vécu concrètement, créent progressivement la réalité qu'elles décrivent. Chapitre 18. L'évitement et l'identité. Il y a une dimension de l'évitement que peu de gens explorent vraiment. Son impact sur l'identité, sur qui tu es, ou plus précisément sur qui tu crois être. Chaque fois que tu évites quelque chose, tu envoies un message à toi-même. Un message sur ce dont tu es capable, sur ce que tu peux tolérer, sur ce que tu mérites. Et ces messages s'accumulent en une narration. Une narration sur toi-même que tu finiras par croire. Si tu évites les conversations difficiles, tu commences à te voir comme quelqu'un qui n'est pas capable de les avoir. Si tu évites les décisions importantes, tu commences à te voir comme quelqu'un qui ne peut pas les prendre. Si tu évites la discipline, tu commences à te voir comme quelqu'un qui n'a pas de volonté. Et cette narration est fausse. Mais elle est puissante, parce qu'elle oriente tes futures décisions. À l'inverse, chaque fois que tu affrontes, tu envoies un message différent. Je peux faire ça. Je suis capable. Je suis quelqu'un qui fait face. Et ces messages construisent une identité différente, plus solide, plus confiante, plus libre. Le philosophe américain William James disait quelque chose de profond sur l'identité et l'action. Agis comme si tu étais déjà ce que tu veux devenir, et tu le deviendras. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie. Chaque action conforme à l'identité que tu veux incarner renforce les connexions neuronales qui supportent cette identité. Et progressivement, l'identité suit l'action. Chapitre 19. La discipline comme antidote à l'évitement. Si l'évitement est le problème, la discipline est l'une des solutions les plus puissantes. Non pas la discipline dure et punitive, pas la discipline qui se flagelle après chaque écart, mais la discipline douce et constante, celle qui revient, encore et encore, sans dramatiser les rechutes, sans se perdre
dans la culpabilité, mais en revenant, simplement. La discipline est la capacité à faire ce qui est nécessaire même quand on n'en a pas envie. Et cette capacité est un muscle. Elle se renforce avec l'entraînement. Elle s'atrophie avec l'absence d'entraînement. Commence petit. La discipline ne se construit pas en décidant du jour au lendemain de tout changer. Elle se construit en tenant de petits engagements. Des engagements si petits qu'ils semblent presque trop faciles. Et en les tenant même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Parce que c'est dans ces moments de résistance que la discipline se forge. C'est là que tu montres à ton cerveau que tu peux compter sur toi-même. Et progressivement, les petits engagements tenus créent une confiance dans ta propre fiabilité, dans ta capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Et cette confiance est le fondement de toute vie maîtrisée. Chapitre 20. Ce que tu dois affronter maintenant. Nous avons parlé de l'évitement en général, de ses mécanismes, de son coût, de comment le dépasser. Mais maintenant, je veux te poser une question directe. Qu'est-ce que tu évites en ce moment? Pas en théorie, dans ta vie réelle. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu le sais, toi. Tu le sais parce qu'il y a une légère résistance quand tu y penses. Un léger inconfort. Une tendance à penser à autre chose. À vite passer à la prochaine préoccupation. C'est ça. Cette chose-là. Cette conversation que tu repousses depuis des semaines. Cette décision que tu n'as pas encore prise. Cette habitude que tu sais nécessaire et que tu résistes encore. De ce rendez-vous que tu n'as pas encore pris. Cette vérité que tu n'as pas encore dite. Ce regard honnête sur toi-même que tu évites. Cette chose-là. La question maintenant est simple. Est-ce que tu veux continuer à la laisser prendre du pouvoir sur toi? Ou est-ce que tu décides d'agir aujourd'hui? Pas parfaitement. Pas complètement. Juste un pas. Un premier pas. Imparfait. Courageux. Le tien. Chapitre 21. La liberté de l'autre côté. Voici quelque chose que ceux qui ont traversé leur évitement confirment invariablement. De l'autre côté, il y a une liberté, une légèreté, un soulagement qui n'a rien à voir avec le faux soulagement de l'évitement. Ce n'est pas le soulagement temporaire du report. C'est le soulagement profond de la chose faite, de la vérité dite, de la décision prise, de la responsabilité assumée, de la peur traversée. Et cette liberté-là, une fois goûtée, change ta relation à l'inconfort. Tu réalises que l'inconfort de l'affrontement est limité dans le temps. Il est intense peut-être, mais il se termine. Et après lui, il y a quelque chose de léger, d'ouvert, de spacieux. À l'inverse, l'inconfort de l'évitement est diffus et sans fin. Il ne se termine jamais vraiment. Il se cache en dessous de la surface. Il génère cette anxiété de fond permanente, ce poids invisible, cette tension dans le corps. Quand tu comprends vraiment cela, quand tu l'as expérimenté assez de fois, pour que ce soit une certitude vécue et pas juste une idée intellectuelle. Tu commences à préférer l'inconfort de l'affrontement, parce que tu sais ce qu'il attend de l'autre côté, la liberté. Chapitre 22. Affronter avec grâce. Il y a une distinction importante à faire. Affronter ne signifie pas se battre, ne signifie pas attaquer, ne signifie pas être agressif. L'affrontement le plus puissant est souvent le plus calme, le plus direct, le plus honnête, sans drama, sans exagération, sans attaque. Juste la vérité, dite clairement, avec le respect que l'autre mérite. Juste la décision prise, avec la responsabilité qu'elle implique. Juste le regard porté sur la situation réelle, sans distorsion émotionnelle. Affronter avec grâce, c'est aborder ce qui est difficile depuis un espace de clarté. Non pas depuis la peur ou la réactivité, non pas depuis l'urgence de régler les comptes, mais depuis la compréhension que dire la vérité, prendre la décision difficile, assumer la responsabilité est une forme de respect.
pour soi, pour les autres, pour la situation. Affronter avec grâce demande une préparation, une clarté sur ce que tu veux communiquer, une honnêteté sur tes propres motivations, un engagement à rester dans la conversation même quand elle devient difficile, et une capacité à écouter vraiment la réponse, même si elle est inconfortable, même si elle ne correspond pas à ce que tu espérais. Parce que le but n'est pas de gagner, le but est de traverser. Et chapitre 23. L'héritage de l'affrontement. Il y a une dimension de l'affrontement qui dépasse ta propre vie. Quand tu fais face à quelque chose de difficile, quand tu choisis l'inconfort de la vérité plutôt que le confort de l'évitement, tu transmets quelque chose. À ceux qui t'observent, à tes enfants, si tu en as, à tes proches, à ceux dont tu partages la vie. Tu leur montres que les choses difficiles peuvent être affrontées, que la peur n'est pas une raison de ne pas avancer, que les conversations difficiles renforcent les relations plutôt que de les détruire, que les décisions courageuses, même imparfaites, créent plus de dignité que l'évitement poli. Cette transmission est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses faire. Les enfants apprennent en observant. Ils intègrent les patterns de leurs parents. Et si ce qu'ils observent, c'est un parent qui fait face à l'inconfort avec courage et calme, ils intègrent ce modèle. Ils apprennent que l'inconfort est traversable, que la peur n'est pas paralysante, que les défis sont des opportunités d'apprendre et non des menaces à éviter. Et cet apprentissage-là les prépare à une vie plus libre, plus courageuse, plus pleine. Conclusion. L'invitation à agir. Nous arrivons à la conclusion de ce voyage. Et comme dans les deux autres cas, cette conclusion n'est pas une fin. C'est une invitation. Une invitation à regarder honnêtement ce que tu évites, à comprendre le coût de cet évitement et à choisir différemment. Donne non pas par héroïsme, non pas pour impressionner, mais parce que tu as compris quelque chose d'essentiel. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Et tu ne veux plus être contrôlé. Tu veux être libre. Et la liberté ne vient pas de l'absence de défis. Elle vient de la certitude que tu peux les affronter. Commence aujourd'hui. Une petite chose. Une seule. Cette conversation que tu repousses depuis trop longtemps. Cette décision que tu n'as pas encore prise. Cette vérité que tu dois te dire à toi-même. Commence là. Imparfaitement. Courageusement. Et laisse la spirale ascendante commencer. Parce que chaque affrontement te rend plus capable du prochain. Et chaque victoire sur l'évitement te rapproche de la vie que tu veux vraiment vivre. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Mais ce que tu affrontes aujourd'hui te libérera pour demain. La décision t'appartient. Elle t'appartient maintenant. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on n'évite pas, on construit. Un affrontement à la fois, un jour à la fois. En liberté. Épilogue. La pratique quotidienne de l'affrontement. Avant de conclure complètement, je veux te laisser avec quelque chose de concret. Une pratique quotidienne, simple, applicable immédiatement. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 30 secondes. 30 secondes seulement. Et demande-toi une seule question. Quelle est la chose la plus difficile que j'ai envie d'éviter aujourd'hui? Identifie-la clairement, nomme-la, et décide que c'est la première chose que tu feras. Oui, pas nécessairement toute la journée, pas nécessairement en entier, mais le premier mouvement, la première action, dans cette direction. Cette pratique de 30 secondes répétée chaque matin finit par remodeler complètement ton rapport à l'évitement. Elle crée une nouvelle normale, dans laquelle l'affrontement est le réflexe par défaut, et l'évitement devient l'exception. Et dans cette nouvelle normale, ta vie s'élargit, tes relations s'approfondissent, ta confiance en toi-même grandit, ton corps se détend, ton esprit se libère. Et tu découvres ce que les anciens philosophes avaient compris depuis longtemps.
La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, c'est la maîtrise de soi, la capacité d'agir depuis ses valeurs plutôt que de réagir depuis ses peurs. Ou la capacité de choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le confort du mensonge. La capacité d'affronter ce qui est difficile et d'en sortir plus solide. Cette liberté est disponible pour toi maintenant. La question est juste. Es-tu prêt à l'affronter? Chapitre 24. La peur comme boussole. Il y a une façon révolutionnaire de percevoir la peur, non plus comme un signal d'arrêt, mais comme une boussole, un indicateur de direction. Une peur pointe vers quelque chose que ton cerveau considère comme une menace. Mais dans la vie moderne, la plupart des peurs ne pointent pas vers des menaces réelles. Elles pointent vers des zones de croissance, vers des choses qui comptent vraiment, et vers des dimensions de ta vie que tu n'as pas encore explorées pleinement. Pense à la dernière fois que tu as ressenti une peur intense face à quelque chose de non physiquement dangereux. Une présentation importante, une conversation difficile, une décision majeure, un projet créatif montré à quelqu'un pour la première fois. Cette peur ne t'avertissait pas d'un danger physique. Elle t'avertissait que quelque chose comptait, que tu t'exposais, que le résultat avait de l'importance pour toi. Et cette information est précieuse, parce qu'elle te dit où se trouve ce qui est vivant en toi, ce qui mérite ton attention, ce qui mérite ton courage. Les personnes les plus accomplies que tu connais ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui ont appris à lire la peur différemment. Des qui ont appris à se demander non pas comment éviter cette peur, mais vers quoi cette peur me guide-t-elle? Et qui ont appris à suivre cette direction, même en tremblant, même en incertitude, mais en avançant. La peur comme boussole change tout. Elle transforme l'obstacle en invitation, la résistance en information, l'évitement potentiel en direction d'action. Essaie cette expérience simple. La prochaine fois que tu ressens de la résistance, de la peur ou de l'envie d'éviter quelque chose, avant de décider quoi faire, pose-toi cette question. Cette peur me pointe vers quoi exactement? Vers quelle croissance? Vers quel aspect de ma vie qui mérite mon attention? Et dans la réponse à cette question, tu trouveras souvent ta prochaine direction la plus importante. Chapitre 25. Le paradoxe de la sécurité. Il y a un paradoxe au cœur de l'évitement que peu de gens reconnaissent. L'évitement cherche la sécurité. Il cherche à protéger, à préserver, à maintenir un état confortable. Mais l'évitement crée précisément ce qu'il cherche à éviter. L'insécurité. L'homme qui évite les conversations difficiles dans sa relation pour préserver la paix finit par créer une relation pleine de non-dits, de ressentiments et d'une distance qui grandit. Il cherchait à protéger la relation. Il la fragilise. L'homme qui évite les décisions difficiles dans son travail pour ne pas prendre de risques finit par être dans une situation de stagnation qui le rend vulnérable. Il cherchait la sécurité professionnelle. Il crée l'insécurité. L'homme qui évite les conversations sur l'argent pour ne pas créer de tension finit dans des situations financières de plus en plus précaires. Il cherchait la tranquillité. Il crée l'anxiété. C'est le paradoxe profond de l'évitement. La chose qu'il évite finit toujours par arriver, mais amplifiée, magnifiée, plus difficile à gérer, parce qu'elle a eu le temps de grandir dans l'ombre. La vraie sécurité ne vient pas de l'évitement des défis. Elle vient de la certitude que tu peux les traverser. Et cette certitude se construit dans l'affrontement, pas dans l'évitement. Chapitre 26. Les rituels de courage. Les personnes qui affrontent régulièrement, qui ont intégré l'affrontement dans leur façon d'être et ne le font pas par hasard. Elles ont souvent des rituels, des pratiques régulières qui renforcent leur capacité à faire face. Ces rituels peuvent être très différents d'une personne à l'autre, mais ils partagent une même logique. Ils créent des moments réguliers, d'exposition à l'inconfort, délibérément,
consciemment, pour que l'inconfort devienne familier, pour que la confrontation devienne un réflexe plutôt qu'une exception. Voici quelques exemples de rituels de courage que beaucoup pratiquent. Le journal de gratitude et de courage. Chaque soir, notez non seulement ce pourquoi on est reconnaissant, mais aussi ce qu'on a affronté dans la journée, ce qu'on aurait pu éviter et qu'on a choisi de faire face. Cette pratique renforce l'identité d'affrontement. Elle rend visible ce qui est souvent invisible. Et la conversation difficile hebdomadaire. Se donner l'intention d'avoir au moins une conversation difficile par semaine. Une conversation qui t'aurait tenté d'éviter. Une vérité que tu as besoin de dire. Un désaccord que tu as besoin d'exprimer. Une limite que tu as besoin de poser. L'exposition froide matinale. Beaucoup de pratiquants de robustesse mentale commencent leur journée par un bain froid ou une douche froide, non pas pour les bénéfices physiologiques, bien qu'ils soient réels, mais pour l'entraînement mental. La première décision de la journée est de choisir l'inconfort. Et cette décision, répétée chaque matin, crée une disposition à l'affrontement qui se déverse dans tout le reste de la journée. La revue hebdomadaire d'évitement. Une fois par semaine, s'asseoir et faire l'inventaire honnête. Ou qu'est-ce que j'ai évité cette semaine? Pourquoi? Quelle est la conséquence de cet évitement? Et qu'est-ce que je vais faire différemment la semaine prochaine? Ces rituels, pratiqués régulièrement, transforment progressivement ton rapport à l'inconfort. Ils font de l'affrontement une pratique, et non plus une exception. Chapitre 27. L'environnement qui soutient l'affrontement. Nous sommes des êtres profondément influencés par notre environnement, les personnes que nous fréquentons, les espaces dans lesquels nous vivons et travaillons, les informations auxquelles nous nous exposons, les habitudes des gens qui nous entourent. Et si nous voulons créer une vie dans laquelle l'affrontement est la norme, il faut prêter attention à notre environnement, parce que l'environnement peut soutenir ou saboter nos meilleures intentions. Sur le plan des relations, les personnes qui t'entourent ont-elles des standards élevés d'honnêteté et de responsabilité? Est-ce qu'elles te challengent à faire face plutôt que de te conforter dans tes évitements? Est-ce qu'elles te montrent, par leur propre exemple, qu'il est possible et bénéfique d'affronter les choses difficiles? Ou au contraire, est-ce qu'elles normalisent l'évitement? Est-ce qu'elles te rejoignent dans tes rationalisations? Est-ce qu'elles te confortent dans le report perpétuel? L'entourage est l'un des facteurs les plus puissants dans la formation ou la transformation des comportements. S'entourer de personnes qui pratiquent l'affrontement est une des décisions les plus stratégiques que tu puisses prendre. Sur le plan de l'information, les contenus que tu consommes régulièrement renforcent-ils une culture de l'affrontement et de la responsabilité, ou te noient-ils dans le divertissement et l'évitement? Les modèles que tu observes font-ils face à leurs difficultés ou les évitent-ils? Sur le plan des espaces physiques, ton environnement de travail et de vie est-il organisé pour faciliter l'action et l'affrontement, ou crée-t-il de la distraction et de l'évitement? Ces questions ne sont pas anodines. L'environnement façonne les comportements, et façonner son environnement consciemment est une forme d'affrontement proactif. Au chapitre 28, affronter sa propre vérité. Il y a une forme d'affrontement plus difficile que toutes les autres, plus difficile que les conversations difficiles avec les autres, plus difficile que les décisions lourdes, plus difficile que les disciplines exigeantes. C'est l'affrontement de sa propre vérité, le regard honnête et sans complaisance sur soi-même, la capacité de se voir clairement, non pas avec la dureté du juge, mais avec la lucidité du témoin. Voir ses zones d'ombre, ses contradictions, les façons dont ses comportements ne sont pas alignés avec ses valeurs déclarées, les domaines où il dit vouloir une chose, mais fait autre chose, les peurs qui guident ses choix sans qu'il les reconnaisse, les blessures non guéries qui colorent
ses perceptions et ses réactions. Ce regard honnête sur soi est peut-être le courage le plus rare et le plus précieux, parce que l'ego résiste férocement à cette clarté. Il préfère une image flatteuse à une image vraie. Il préfère les justifications au regard direct. Il préfère le confort du mensonge doux à l'inconfort de la vérité nue. Mais cette honnêteté avec soi-même est le fondement de tout changement réel. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas guérir ce qu'on n'admet pas. On ne peut pas transformer ce qu'on refuse d'affronter. Le journal intime est l'un des outils les plus puissants pour ce travail. Pas un journal de faits, mais un journal de vérité, où tu écris ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses vraiment, ce que tu as vraiment peur d'eux. Et ce que tu veux vraiment. Et où dans cette écriture, progressivement, tu te vois plus clairement. Et dans cette clarté, tu peux enfin agir différemment. Chapitre 29. La responsabilité radicale. Il y a un concept qui résume beaucoup de ce dont nous avons parlé. La responsabilité radicale. Non pas la responsabilité partielle, non pas la responsabilité sélective, mais la responsabilité totale de sa propre expérience de vie. La responsabilité radicale dit ceci. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es entièrement responsable de comment tu y réponds. Tu n'as pas choisi certaines circonstances de ta vie, mais tu choisis ce que tu en fais. Tu n'as pas choisi certaines difficultés qui se présentent, mais tu choisis comment tu les traverses. Cette posture de responsabilité radicale est l'antithèse de l'évitement. L'évitement dit « c'est trop difficile, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas le bon moment, les conditions ne sont pas réunies ». La responsabilité radicale dit « je suis là où je suis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et dans ce « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» réside tout le pouvoir, tout le changement possible, toute la liberté disponible. La responsabilité radicale n'est pas une burden, c'est une libération, parce qu'elle te restitue l'agentivité, le pouvoir d'agir, d'influencer, de changer. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Chapitre 30. Ce que l'autre côté ressemble. Pour finir, je veux te peindre un tableau. Le tableau de ce que ressemble une vie vécue dans l'affrontement. Non pas une vie parfaite, non pas une vie sans difficultés, mais une vie où les difficultés sont affrontées, traversées, intégrées. Dans cette vie, les relations sont plus profondes, parce que les vérités difficiles sont dites, parce que les limites sont exprimées, parce que les vulnérabilités sont partagées, parce que les conflits sains sont traversés ensemble et renforcent le lien plutôt que de le fragiliser. Dans cette vie, le corps est plus léger, parce que le stress chronique de l'évitement a disparu, parce que les boucles ouvertes sont fermées, parce que la tension accumulée par les non-dits a été libérée. Dans cette vie, l'esprit est plus clair, parce qu'il n'est plus occupé à maintenir des évitements, à rationaliser des reports, à gérer les conséquences de problèmes non traités. Il peut être présent, créatif, concentré sur ce qui compte vraiment. Dans cette vie, la confiance est plus solide, non pas parce que tout s'est passé comme prévu, mais parce que tu as traversé suffisamment de choses difficiles pour savoir que tu peux traverser. Cette certitude-là, ancrée dans l'expérience réelle, est différente de la confiance théorique. Elle ne dépend pas des conditions extérieures. Elle vient de l'intérieur. Elle dit « J'ai déjà traversé des choses difficiles. Je peux traverser celle-ci aussi. » Et dans cette certitude, une liberté naît. Une liberté de vivre pleinement, d'aimer pleinement, de s'engager pleinement, sans la demi-présence de quelqu'un qui évite, mais avec la pleine présence de quelqu'un qui fait face. C'est ce que l'affrontement crée. C'est ce que tu peux créer. Un choix à la fois, un affrontement à la fois. Aujourd'hui, maintenant. Chapitre 31. L'évitement et le temps qui passe.
Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans l'évitement chronique. Son rapport au temps. Chaque jour d'évitement est un jour de moins pour construire ce que tu veux construire, pour réparer ce qui mérite d'être réparé, pour dire ce qui doit être dit, pour vivre ce qui mérite d'être vécu. Et le temps ne s'arrête pas pendant que tu évites. Il continue, impassible, sans jugement, mais irréversible. Il y a une question que je t'invite à te poser. Imagine que tu regardes en arrière sur ta vie dans 10 ans, dans 20 ans, depuis ce moment futur. Et est-ce que tu seras content d'avoir évité ce que tu évites aujourd'hui? Est-ce que tu diras « Je suis content d'avoir repoussé cette conversation pendant des années. Je suis content d'avoir évité cette décision pendant si longtemps. Je suis content d'avoir choisi le confort de l'évitement plutôt que l'inconfort de l'affrontement. » Presque jamais. Presque jamais les gens regardent en arrière et se disent « J'aurais dû éviter plus. J'aurais dû prendre moins de risques. J'aurais dû dire moins de vérités difficiles. J'aurais dû rester dans mon confort plus longtemps. » Les regrets de la vie sont presque toujours dans la direction opposée. Les choses qu'on n'a pas dites, les choses qu'on n'a pas faites, les aventures qu'on n'a pas risquées, les vérités qu'on n'a pas exprimées, les amours qu'on n'a pas pleinement vécus par peur de la vulnérabilité. Utilise ce regard depuis l'avenir comme un outil, pas pour te flageller, mais pour clarifier. Depuis ta vie future, qu'est-ce qui mérite d'être affronté aujourd'hui? La réponse te guidera. Chapitre 32. Construire l'homme qui affronte. Nous parlons beaucoup de comportements dans ce texte, de choses à faire et à ne pas faire. Mais sous tous ces comportements, il y a quelque chose de plus fondamental. Une identité, une façon d'être, une façon de se percevoir et de se définir. Et si tu veux vraiment transformer ta relation à l'évitement, la question n'est pas seulement comment affronter davantage. La question est qui veux-je être? Quel type d'homme veux-tu être? Un homme qui est gouverné par ses peurs et ses conforts? Ou un homme qui gouverne ses peurs depuis ses valeurs? Un homme dont la vie rétrécit autour des choses qu'il est prêt à faire? Ou un homme dont la vie s'élargit au rythme de sa capacité à affronter? Un homme qui regarde en arrière avec des regrets sur ce qu'il n'a pas osé? Ou un homme qui regarde en arrière avec la satisfaction de quelqu'un qui a vécu pleinement? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles demandent une réponse réelle. Et cette réponse guide tout le reste. Parce que quand tu décides clairement qui tu veux être, les comportements qui correspondent à cette identité deviennent plus accessibles. Ils ne sont plus des efforts contre ta nature. Ils sont des expressions de ta nature. Décide qui tu es. Un homme qui fait face. Un homme qui dit la vérité difficile quand elle est nécessaire. Un homme dont la parole a du poids parce que ses engagements sont tenus. Un homme qui prend ses responsabilités même quand c'est inconfortable. Un homme qui traverse l'inconfort sans en être écrasé. Un homme libre, parce que sa liberté ne dépend pas des conditions extérieures. Elle vient de sa maîtrise intérieure. C'est qui tu choisis d'être, et c'est qui tu peux être, à partir d'aujourd'hui. Réflexion finale, le message qui dure. Je veux terminer avec quelque chose d'essentiel, une vérité que tu pourras emporter avec toi. Une vérité qui peut servir de boussole dans les moments où l'évitement tente de reprendre le dessus. Cette vérité est simple. Chaque chose que tu affrontes aujourd'hui est un cadeau que tu te fais à toi-même de demain. Chaque conversation difficile tenue devient une relation plus solide. Chaque décision difficile prise devient une trajectoire plus claire. Chaque discipline maintenue devient une santé plus robuste, une confiance plus ancrée. Chaque peur traversée devient une preuve de ta capacité. Chaque évitement surmonté devient une liberté gagnée. Et dans l'accumulation de tous ces petits cadeaux que tu te fais à toi-même, quelque chose se construit. Quelque chose de profond. Quelque chose de durable. Un homme. Ton homme.
celui que tu es capable d'être, celui que tu choisiras d'être, à partir de maintenant. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain, mais ce que tu affrontes aujourd'hui te libérera pour demain. Le choix est là, ou il a toujours été là, et il est entièrement le tien. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on n'évite pas. On construit, un jour à la fois, un affrontement à la fois, en liberté, en profondeur, en solidité. Bonus, l'évitement et la créativité. Il y a un lien entre l'évitement et la créativité que peu de gens explorent. La créativité demande une forme de vulnérabilité. Elle demande de mettre quelque chose de soi au monde, de s'exposer au jugement, à la critique, à la possibilité que ce qu'on crée ne soit pas accueilli. Et cette exposition est terrifiante pour beaucoup. Alors ils n'écrivent pas le livre qu'ils ont en eux depuis des années. Ils ne lancent pas le projet qui les anime depuis longtemps. Ils ne partagent pas leur art, leur musique, leur vision. Parce qu'il est plus sûr de ne pas essayer que d'essayer et d'échouer. Mais ce calcul est faux. Parce qu'il ne tient pas compte du coût de l'inaction. Du coût de garder en toi quelque chose qui veut exister. Ce coût est réel. Il se manifeste dans une forme de tristesse sourde. Un sentiment que quelque chose en toi n'est pas exprimé. Que tu vis en dessous de ton potentiel créatif. Que tu n'as pas donné à tes idées la chance qu'elles méritaient. Les grandes œuvres du monde n'ont pas été créées par des personnes sans peur. Elles ont été créées par des personnes qui ont choisi la peur de ne pas créer, plutôt que la peur de créer. Qui ont décidé que l'inconfort de l'exposition était préférable à l'inconfort de l'inexpression. Et dans ce choix, elles ont créé quelque chose qui a touché d'autres personnes. Qui a changé des vies. Qui a ajouté de la beauté ou de la profondeur au monde. Ton potentiel créatif mérite d'être affronté. Pas dans la perfection, mais dans l'expression imparfaite et courageuse. Bonus 2. L'évitement et les opportunités manquées. Les regrets les plus douloureux ne viennent pas toujours de ce qu'on a fait. Ils viennent souvent de ce qu'on n'a pas fait. Des opportunités qu'on n'a pas saisies parce qu'elles demandaient un affrontement, un risque, une exposition, une décision difficile. Et l'évitement de ces moments crée des portes qui se ferment. Pas définitivement toujours, mais souvent pour longtemps, parfois pour toujours. L'opportunité professionnelle qu'on n'a pas saisie par peur de l'échec. La relation qu'on n'a pas poursuivie par peur de la vulnérabilité. L'investissement qu'on n'a pas fait par peur de se tromper. Le voyage qu'on n'a pas entrepris par peur de l'inconfort. La conversation qu'on n'a pas eue au bon moment. Ces moments-là ne reviennent pas toujours. Et leur absence laisse une trace. Non pas la trace douloureuse de l'échec, mais la trace sourde de la question. Et si j'avais la question la plus douloureuse de la langue humaine? Et si j'avais... Ce message n'est pas là pour créer de l'anxiété autour des occasions manquées, passées. Il est là pour inviter à une vigilance différente. Une vigilance face au moment qui se présente maintenant, à aujourd'hui, à cette opportunité qui est là devant toi et qui demande quelque chose de toi. Un affrontement, un risque, une décision. Et la prendre maintenant, avant qu'elle ne devienne une question du passé, avant qu'elle ne rejoigne la liste des « et si j'avais ». Bonus 3. L'affrontement collectif. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique aux individus. Mais il y a aussi une dimension collective de l'évitement et de l'affrontement. Les familles évitent les conversations difficiles. Les équipes évitent les tensions non résolues. Les organisations évitent les remises et les en question fondamentales. Les sociétés évitent les problèmes profonds qui demandent des changements douloureux. Et à chaque niveau, l'évitement collectif fonctionne exactement comme l'évitement individuel. Il accumule, il amplifie, il finit par créer des crises
que des conversations franches auraient évité. Tu ne peux pas seul transformer une culture familiale ou organisationnelle, mais tu peux être le premier à changer. Tu peux être la personne dans ta famille qui dit les vérités difficiles avec bienveillance, qui pose les questions inconfortables, qui refuse de normaliser l'évitement collectif. Et souvent, quand une personne dans un groupe commence à affronter différemment, quelque chose change. Une permission s'installe, une possibilité s'ouvre. D'autres commencent à oser. Le courage est contagieux, tout comme l'évitement l'est. Et être la personne qui introduit le courage dans un système, c'est peut-être l'un des plus grands services qu'on puisse rendre à sa famille, à son équipe, à son cercle. Et bonus 4. 21 façons d'affronter dès aujourd'hui. Pour finir sur quelque chose de très concret, voici 20 façons d'affronter dès aujourd'hui. 20 petits affrontements accessibles, à choisir selon ce qui résonne le plus avec là où tu en es dans ta vie. 1. Envoie ce message que tu repousses depuis des jours. 2. Prends le rendez-vous médical que tu évites. 3. Ouvre ce relevé de compte que tu n'as pas regardé. 4. Dis à quelqu'un une vérité bienveillante que tu as retenue. 5. Fais cette séance d'entraînement que tu repousses depuis ce matin. 6. Prends la décision que tu repoussais en espérant que la situation se résolve d'elle-même. 7. Et dis non à quelque chose que tu voulais refuser, mais que tu as accepté par évitement du conflit. 8. Demande les excuses ou la reconnaissance que tu mérites. 9. Nomme quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation importante. 10. Commence le projet que tu as en tête depuis trop longtemps. 11. Prends contact avec la personne dont tu t'es éloigné sans raison claire. 12. Exprime un désaccord que tu as gardé pour toi. 13. Regarde honnêtement un domaine de ta vie où tu n'es pas satisfait. 14. Avoue une erreur que tu n'as pas encore reconnue. 15. Demande de l'aide pour quelque chose que tu essaies de gérer seul. 16. Fixe une limite claire que tu n'as pas osé fixer. 17. Prends le risque créatif que tu repoussais. 18. Dis « je t'aime » ou « tu comptes pour moi » à quelqu'un qui le mérite. 19. Confronte une habitude destructrice que tu normalises depuis trop longtemps. 20. Lis ce message et décide lequel de ces affrontements tu feras aujourd'hui. Pas tous, un seul. Lequel est le tien aujourd'hui? Choisis et fais-le. Maintenant. Parce que ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Et ce que tu affrontes aujourd'hui te libérera pour demain. Chapitre final. L'homme de l'autre côté. Il y a un homme que je veux que tu imagines. Pas un homme parfait, pas un homme sans peur, pas un homme qui n'a jamais envie d'éviter, mais un homme qui choisit d'affronter, régulièrement, courageusement, honnêtement. Cet homme, quand une conversation difficile se présente, il ne la reporte pas. Il la prépare. Il choisit le bon moment. Il choisit les bons mots. Et il la tient. Cet homme, quand une décision importante s'impose, il ne l'attend pas. Il rassemble les informations disponibles. Il évalue les options. Et il décide. Cet homme, quand un problème apparaît dans sa santé, ses finances, ses relations, il ne l'ignore pas. Il le regarde en face. Il cherche à comprendre. Et il prend les mesures nécessaires. Cet homme, quand sa peur lui dit de reculer, il la reconnaît. Il lui dit « Je te vois. Je comprends que tu cherches à me protéger. Mais je choisis d'avancer quand même. » Et il avance. Cet homme, sa vie ne ressemble pas à une vie parfaite. Elle est remplie de difficultés, d'erreurs, d'incertitudes, comme toutes les vies. Mais elle a une qualité particulière. Elle est pleinement vécue, sans les compromis de l'évitement, et sans les demi-présences de quelqu'un qui se cache de sa propre vie, avec la plénitude de quelqu'un qui fait face à ce qui se présente, qui vit depuis l'intérieur plutôt que de réagir depuis la peur, qui construit quelque chose de réel, de durable, de profondément sien.
Cet homme existe. Il est possible. Il est toi, de l'autre côté de tes évitements, et le chemin vers lui commence ici, avec cette décision, ce premier affrontement, ce premier pas vers ce que tu as évité. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain, mais ce que tu affrontes aujourd'hui te libérera pour demain. Tu es cet homme. Choisis d'être cet homme, maintenant et toujours. Méditation finale. Se réconcilier avec l'inconfort. Avant de terminer complètement ce voyage, je veux te proposer quelque chose de différent. Une méditation. Un espace de réflexion intérieure. Trouve un moment de silence, quelques respirations profondes, et laisse les questions suivantes te traverser. Première question. Quel est le domaine de ma vie dans lequel je me sens le moins libre en ce moment? Ou est-ce que je me sens le plus contrôlé par quelque chose que j'évite? Prends le temps de vraiment ressentir la réponse, pas juste de la penser, la ressentir dans ton corps. Où est la tension? Où est le poids? Deuxième question. Si j'affrontais cette chose pleinement et honnêtement, qu'est-ce qui serait possible de l'autre côté? Et quelle liberté, quelle légèreté, quelle relation plus profonde, quelle clarté. Laisse cette vision prendre forme. Laisse-la être réelle, même pour un instant. Troisième question. Qu'est-ce qui me retient vraiment? Pas la raison officielle que je me donne, mais la peur profonde qui est derrière. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Regarde cette peur sans la juger. Elle est humaine, elle est compréhensible, et elle n'a pas à décider à ta place. Quatrième question. Quel est le plus petit pas possible vers l'affrontement? Pas le plus grand, pas le plus héroïque, mais le plus petit. Celui qui est presque trop facile, tellement petit qu'il n'est pas vraiment difficile, mais qui est quand même dans la direction de l'affrontement, ce tout petit pas. Et peux-tu le faire aujourd'hui, maintenant, avant la fin de cette journée? La réponse est presque toujours oui, et ce oui est le début d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle relation à l'inconfort, d'une nouvelle liberté. La liberté de quelqu'un qui affronte, la liberté qui naît de l'autre côté de ce qu'on évite. Elle est là, elle t'attend. Il suffit d'avancer vers elle. Un pas, ce tout petit premier pas, aujourd'hui. Note de clôture. L'invitation permanente. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas une lecture à finir et à ranger. C'est une invitation permanente. Une invitation que tu pourras revisiter dans les moments où l'évitement tentera de reprendre le dessus, ou dans les moments où la tentation du report sera forte, dans les moments où la peur semblera plus grande que ta capacité à y faire face. Dans ces moments-là, souviens-toi de ce qui a été dit ici. L'évitement donne l'illusion du soulagement, mais il accumule la pression. L'affrontement crée l'inconfort immédiat, mais il génère la liberté durable. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. Ce que tu affrontes aujourd'hui te libérera pour demain. Cette vérité simple, vécue quotidiennement, est transformatrice. Elle change la qualité de tes relations. Elle change la trajectoire de ta carrière et de tes finances. Elle change ta santé physique et mentale. Elle change ta relation à toi-même. Elle crée un homme qui se respecte, qui peut compter sur lui-même, qui vit depuis ses valeurs plutôt que depuis ses peurs, ou qui est libre, vraiment libre. Cette liberté-là est disponible pour toi. Elle n'est pas réservée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas conditionnée par des circonstances parfaites. Elle est disponible maintenant, à travers le prochain affrontement que tu choisiras, à travers la prochaine peur que tu traverseras, à travers le prochain évitement que tu refuseras. C'est là qu'elle vit, c'est là qu'elle se construit. Une décision à la fois, un affrontement à la fois, un homme libre à la fois. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on n'évite pas,
on construit, un jour à la fois, en liberté, en profondeur, en solidité, en vérité.